Je vais développer dans un deuxième temps, très rapidement, les deux grands modes de sylviculture qui s'affrontent actuellement. Mais avant ça, je n'ai pas pu résister à vous mettre un petit slide sur cet extraordinaire être vivant qu'est l'arbre. Et je n'ai pas pu résister non plus à vous mettre, pour les scientifiques, une petite équation, notamment cette équation de la photosynthèse, où l'arbre il va capter du carbone, du CO2, du dioxyde de carbone, il va capter de l'eau, et par le phénomène de photosynthèse, il va élaborer des sucres, et il va relâcher dans notre atmosphère de l'oxygène et de l'eau, par évapotranspiration. Ça, on le sait tous. Chose que l'on ne sait pas toujours. Un premier point, c'est celui de la purification de l'eau. Parce que l'on s'est aperçu que l'eau qui rentrait, que l'arbre captait, on pensait que l'évapotranspiration était la même eau que celle qui rentrait. Or, on s'est aperçu en surveillant la molécule d'eau que, en fait, l'atome d'oxygène était scindé et que, du coup, l'eau qui ressortait était une molécule d'eau recréée par l'arbre. Et ça, c'est un concept que je trouve déjà en lui-même extrêmement intéressant et très fort. Par le simple phénomène d'être vivant et de fonctionnement dans sa photosynthèse, l'arbre va purifier l'eau. L'eau qu'il absorbe n'est pas celle qui va ressortir sur un plan atomique et moléculaire. Ensuite, dessous, je vous ai mis aussi dans l'équation quelques ordres d'idées aussi pour se rendre compte des productions de ce géant et de ce qu'il capte pour faire grosso modo une tonne de bois. Il va capter quand même 1851 kg de dioxyde de carbone. C'est une tonne 8, c'est énorme et c'est très important dans notre relation à notre adaptation au changement de climat. Après, on pourra en parler beaucoup, mais un dernier chiffre aussi que vous n'avez pas sous les yeux, mais que je vous indique et que l'on ne sait peu, c'est qu'un arbre, en fait, c'est 99% fait avec de l'air et de l'eau, et qu'un seul pourcent, même pas, d'éléments nutriments de type minéraux, azote, phosphore, calcium et autres, dans le sol. C'est à peine 1%. Donc, il crée toute sa masse et ce qu'il est dans tout son principe de vie en utilisant l'atmosphère et de l'eau. C'est quelque chose aussi, je trouve, d'assez phénoménal et que je tenais à souligner dans nos problématiques d'adaptation au changement climatique, parce que je trouve qu'il est vraiment au cœur des débats par tous ces éléments-là, par son mode de vie en soi. Je vais vous présenter les deux grands modes de sylviculture qui actuellement, entre guillemets, s'affrontent. Notre difficulté en Limousin, qu'on est ainsi avec peu de cultures forestières, c'était des landes essentiellement qui ont été boisées au moment de la déprise agricole, l'après-guerre essentiellement, et donc où soit on a laissé pousser en accru naturel les forêts, les arbres, soit on les a plantés. Et donc, de ce fait, on n'a pas de vraie culture de forestier en Limousin et on ne connaît pas les techniques qui ont pu être développées dans l'est de la France, dans des régions de forêt plus anciennes ou sur les pays plus à l'est, en Allemagne, en Suisse ou en Belgique, plus au nord, où on a beaucoup plus de sylviculture plus élaborée que ce que l'on a en Limousin. L'essentiel de ce que j'ai eu, moi, en tant que propriétaire forestier, c'était ce que l'on appelle la futée régulière. On avait souvent affaire à une seule typologie d'essence d'arbres. Donc, on démarrait souvent d'un sol qu'on mettait à nu. Donc, on travaillait déjà ce sol-là, alpenteuse, etc., pour faciliter la plantation. Ensuite, on plantait souvent qu'une seule essence pour faciliter ensuite les récoltes. Donc, il y avait ensuite tout un entretien derrière de cette plantation. Il faut se dire que dans cette plantation, il n'y a plus un seul grand arbre qui existe. La végétation pousse énormément dans ces zones-là, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de ronces, beaucoup de genêts, tout un tas d'arbustes, de végétation pour protéger le sol, qui va sensiblement rendre difficile la tâche pour permettre de faire sortir les plants parmi cette jungle végétale. Ensuite, une étape pendant laquelle, quand les arbres vont être un petit peu plus grands, vont être sortis de ces ronces, etc., où on va faire des éclaircies successives, où on va partir d'une plantation, grosso modo, à 1200 arbres par hectare, pour arriver à un objectif de 150 ou 200 arbres à la fin, qui est à peu près l'objectif d'une forêt sur un hectare. Ensuite, à la date à laquelle on aura planifié la récolte, parce qu'on considérera que c'est l'âge de maturité des arbres, mais qui bien souvent est un âge de maturité pour l'industrie, permettant, de par les diamètres d'utilisation des bois, de passer dans les machines telles qu'on les a dans les scieries. Donc, à cette date-là, on va recommencer le cycle, on coupe tout à zéro et on redémarre. Alors, des fois, dans ce schéma-là, et ça vient de plus en plus, on essaie quand même de faire appel à de la régénération naturelle, c'est-à-dire par les éclaircies successives, faire venir de la lumière à l'intérieur pour que au sol repartent des petits arbres, des jeunes arbres que l'on appelle régénération naturelle et qu'on va essayer d'accompagner après pour permettre de se développer. Mais ce schéma-là n'est malheureusement pas souvent utilisé parce que lors de la coupe rase, en plus, on passe partout sur le sol avec les grosses machines, on écrase tout et la régénération est souvent très malmenée, voire anéantie dans ce genre de pratique. On arrive, et c'est un des éléments qui choque beaucoup
les aspects sociétaux et environnementaux. On arrive à ce stade qu'on appelle la coupe rase, ou la coupe à nu, la coupe à blanc. On arrive effectivement à des surfaces où on va le travailler. Déjà, les engins seront passés partout. Il y aura un phénomène de tassement des sols. On va mettre en andin tous les rémanents, c'est-à-dire tous les restes de bois. On va dessoucher. On sait que le rôle des souches est très important pour le sol, pour les mettre sur des andins, donc en ligne, pour permettre de replanter derrière. Donc tout un travail à la pelle qui va retravailler le sol. Et quand on sait que le meilleur du sol est essentiellement en surface, en humus, il fait 20-25 cm, on peut aisément imaginer que quand la pelleteuse et les engins vont passer là-dessus, ils vont enlever en grande partie cette part de terre très fertile et qui va permettre d'avoir une diversité biologique très intéressante, beaucoup de carbone qui va être relâché dans l'atmosphère, de minéraux par l'oxydation qui va se passer, beaucoup d'impact sur cette structure et cet écosystème forestier qui tout d'un coup va disparaître. Tout le schéma mycorhizien qui était dans le sol et attaché aux arbres va aussi disparaître, c'est tout le schéma des champignons. Et donc tout ça va se retrouver dégradé, repasser dans un niveau évolutif naturel, écologique, où on va dégringoler sur l'échelle, dans les notions de climax, où la forêt se trouve dans le côté le plus évolué de l'évolution climatique et de l'évolution végétale. Et là, on va redégringoler l'échelle écologique. Donc, ce schéma-là, très rapidement, voilà, me gênait une fois de plus lorsqu'il est essentiellement généralisé comme mode de sylviculture. Il a son intérêt dans certains cas, comme je l'ai évoqué, mais pas de façon systématique.